Ils sont rapides, ingénieux et beaux. Ils sont entraînés pour manœuvrer silencieusement dans l'ombre des opérations secrètes et pour passionner les spectateurs. Leur monde se trouve entre la réalité et la fiction, là où l'imagination des créateurs de gadgets peut littéralement se surpasser. Ce sont les espions. Il faut posséder courage, audace et les meilleurs atouts technologiques pour être un bon espion. Il n'est donc pas surprenant que le monde des espions soit une mine d'idées pour les producteurs de films. Souvent, ce sont les vrais gadgets d'espions qui inspirent l'extraordinaire déploiement d'accessoires recréés par les magiciens du cinéma. La vraie vie sur la pellicule. Avant les premières projections d'un film auquel j'ai participé, les gens me demandent toujours « Quel gadget y a-t-il cette fois ?» Tout le monde s'y intéresse énormément. Les spectateurs les adorent. Après chacun de nos films, le public nous demande encore plus de gadgets. C'est une chose que nous prenons en compte quand nous commençons un film. Nous devons créer ces gadgets pour le public parce qu'il les aime, et nous aussi d'ailleurs. Réciproquement, les gadgets du cinéma servent souvent d'inspiration à la technologie réelle d'espionnage. Cette valise est la même que celle utilisée dans Bon baiser de Russie. Le matériel des espions peut être divisé en plusieurs catégories. Voitures, bateaux, artillerie, outils d'espionnage et machines volantes. Un des gadgets du cinéma le plus connu est la fusée dorsale Bell Textron. Cette fusée dorsale et ses différentes versions sont des appareils à réaction permettant de faire voler une personne. Si je ne devais avoir qu'une chose au monde, je choisirais la fusée dorsale. Si elle était commercialisée, on pourrait la sortir du coffre de sa voiture et voler au-dessus de la Tamise ou atterrir au centre de Londres. C'est un gadget merveilleux, parce qu'il est vrai, futuriste et incroyable. Quand vous le voyez, vous vous demandez toujours si c'est bien réel. La fusée dorsale a été inventée à la fin des années 50 et au début des années 60 par Wendell Moore, ingénieur aérospatial de Buffalo à New York. Moore a eu l'idée en travaillant sur de l'hydrogène peroxyde liquide utilisé pour la stabilisation d'avions de recherche volant dans la stratosphère. Les premiers tests de la fusée dorsale ont été réalisés par des pilotes attachés à des câbles dans un hangar. La transformation du liquide en gaz provoque une énorme propulsion, suffisamment importante pour envoyer une personne en l'air. En 1962, Moore a amélioré la fusée dorsale. Il construisit des réservoirs contenant 25 litres de combustible et a placé un système de guidage qui se trouvait sur des poignées. Il a également installé dans le casque du pilote un système d'avertissement qui surveille le niveau du combustible. La fusée de Moore permettait de voler pendant 20 secondes à 100 km/h et d'atterrir en sûreté. Hugh Neeson a travaillé avec Moore sur ce projet. Elle était d'une utilisation très simple. Si on tourne cette poignée, la fusée tourne. Si on tourne celle-là, elle remonte. Si vous tirez les deux ensemble, vous allez en avant. Si vous les soulevez, vous ralentissez. C'était vraiment facile. Au début, on voulait aussi que des gens non pilotes puissent la faire voler. L'idée d'origine était de la vendre à l'armée, aux troupes ordinaires. Mais ils n'en ont pas voulu parce que d'après eux, c'était trop compliqué et cela exigeait un pilote.
En 1963, Bill Sweetor, âgé de 19 ans, voisin de William Moore, cherchait un emploi pour l'été. Finalement, il est devenu l'un des premiers pilotes d'essai de la fusée dorsale. Le deuxième jour, j'ai fait un essai à l'intérieur du hangar avec peu de puissance. Il n'y avait pas suffisamment de puissance pour me détacher du sol, mais cela permettait de se familiariser avec l'engin. Les 2 premiers essais à l'intérieur se font ainsi pour que le pilote sente sa réaction et apprenne à contrôler la fusée. Mais quand on vous donne la puissance maximale et que vos pieds se détachent du sol, vous oubliez tout ce que vous avez appris. Dès que vos pieds quittent le sol et que vous commencez à voler, vous éprouvez une sensation formidable. Sweetor est devenu un pilote spécialisé de la fusée. Il a effectué des démonstrations dans le monde entier et a été engagé pour le film Opération Tonnerre. Je suis un vénard. J'ai eu beaucoup de chance d'être engagé par Wendell. J'ai pu voyager dans plus de 40 pays où j'ai fait la connaissance de personnes incroyables. C'était une expérience formidable et elle a duré plus de 30 ans. La version moderne de la fusée dans James Bond décolle aujourd'hui d'un terrain d'aviation privé près de Dallas, au Texas. La compagnie appelée Powerhouse Productions est le propriétaire de l'unique fusée dorsale qui vole. Le propriétaire de Powerhouse Productions, Kenny Gibson, a volé avec la fusée des centaines de fois, à commencer par des programmes de télé jusqu'au Super Bowl, finale de la saison de football américain. Lorsque j'ai effectué un vol il y a quelques années au Super Bowl et que j'ai atterri, c'était comme si j'avais marqué un but. Les gens ont jailli de leur siège, ils applaudissaient et agitaient tous leurs mains en l'air. Quand j'ai discuté avec eux, ils étaient stupéfiés. Comment pouvait-on voler avec un engin pareil? Il existait pourtant depuis 35 ans. Ils n'arrivaient vraiment pas à y croire. D'après Gibson, la question qui revenait le plus souvent après un vol pouvant atteindre 65 mètres de hauteur était « Qu'est-ce que cela fait de voler ?» La seule réponse qui me venait, c'était comme de voler sur un tapis volant. On vole très doucement, puis on tourne gracieusement et si facilement. Kenny a pris sa retraite après 20 ans de vol dans le monde entier avec la fusée dorsale. Mais aujourd'hui, le pilote Eric Scott va nous démontrer comment la fusée fonctionne. Dans le monde de l'acrobatie aérienne, Scott est connu comme l'homme fusée. L'équipe effectue les derniers ajustements et le pilote va se lancer pour un vol d'essai. Scott décolle lentement et plane 10 secondes. Tout semble aller. Scott a fait le plein d'essence. Il est maintenant prêt à décoller. Il vole près d'une rangée d'arbres, fait un cercle dans le ciel et atterrit au même endroit. C'était très bien. Bon travail. Merci à tous. Bon travail, super, parfait. C'était 27 secondes de pur plaisir. Excellent travail, très beau vol. Bien qu'ils en aient vu des centaines, chaque vol de l'équipe de Powerhouse est spécial. Il est difficile de décrire cette sensation. C'est comme un rêve éveillé. C'est probablement une de ces sensations si fortes que tout le monde aimerait vivre un jour.
Que dire maintenant d'un inventeur anglais excentrique qui a créé une machine volante bizarre qui étonnera les fans du cinéma comme jamais? Âgé de 85 ans, Ken Wallis se prépare à défier la gravitation dans un champ près de son manoir au nord de Londres. L'aviateur et inventeur britannique retraité pilote sa plus célèbre création. Bien qu'il ressemble à un hélicoptère, il a été baptisé Autogyre et il vole comme un avion. Son rotor arrière apporte la poussée nécessaire pour rester en l'air. Je conduisais des motos. Je suis souvent tombé. J'adore le bateau glisseur. J'aime piloter des avions. Mais j'aime ces autogyres plus que tout, parce qu'il n'y a pas de manière plus délicate de voler. On a la sensation d'être un oiseau, particulièrement si on est en plein air et que l'on sent le vent vous caresser le visage. D'après moi, c'est la meilleure façon de voler. En 1967, Wallis a piloté un autogyre appelé la petite Nelly dans le film On ne vit que deux fois. Ce gadget était une fantaisie volante. Il étonna le public et fit de Wallis et de la petite Nelly des vedettes. C'était vraiment un coup de chance. La petite Nelly était une fille de music-hall qui devint une vraie star. En 1961, Wallis a construit 19 autogyres, chacun d'eux possédant différentes caractéristiques de vol. Nous sommes dans le hangar où se trouvent mes 19 autogyres. 18 sont en état de marche, y compris bien sûr la petite Nelly. Wallis compare la façon de voler de l'autogyre à deux graines de platane qui travaillent à l'unisson pour se maintenir en l'air. Tout le monde sait que la graine de sycomore est en forme d'aile et quand elle tombe d'un arbre, elle tourbillonne et tombe beaucoup plus lentement que si elle était sans ailes. L'autogyre avec lequel je vole est en effet comme deux graines de sycomore réunies comme cela. Les ailes de l'hélice sont pareilles. Quand on a un moteur et un hélice, si l'on change l'angle des rotors de manière à ce qu'ils s'inclinent vers le haut et si on donne suffisamment de poussée, on peut alors décoller et s'élever. C'est incroyable qu'ils fonctionnent et réagissent aussi bien. Wallis a inventé toutes sortes de gadgets ces 50 dernières années, mais l'autogyre est celui qui le rend le plus heureux. En 1961, j'ai volé pour la première fois avec un autogyre que j'avais construit. J'ai toujours eu une grande confiance en mes inventions. Toutes mes machines sont approximativement construites suivant un même concept, mais elles sont très différentes en réalité. Elles ne possèdent pas un moteur équivalent. Les unes sont des biplaces, d'autres des monoplaces. Je possède une monoplace à cockpit fermé avec un moteur Rolls-Royce 330, mais je dois avouer que je préfère celle à cockpit ouvert. C'est un parfait jouet d'espion. Il est petit, léger, relativement silencieux et il peut passer inaperçu au-dessus de l'ennemi. Si vous avez besoin d'un hélicoptère, vous en prenez un. Mais si vous voulez voler très bas et lentement pour passer inaperçu, il vous faut l'autogyre. Vous pouvez voler au-dessus des champs à la recherche de quelqu'un sans faire de dégâts. Bien que les autogyres soient très petits et légers, comparés aux avions conventionnels, Wallis affirme qu'ils sont très sûrs. En 40 années de vol sur autogyres, Wallis n'a eu que des problèmes mineurs. Les atterrissages sont sûrs parce que l'avion vole en autorotation, contrairement aux hélicoptères qui, parfois, essuient des problèmes de moteur. Je pense que c'est l'un des avions les plus sûrs volant actuellement. J'ai une entière confiance. C'est pourquoi j'ai passé tellement d'années à les piloter. J'ai effectué de nombreux changements au fil des ans.
Je vole la nuit avec un scanner à infrarouge installé à bord qui m'indique l'altitude, quelles que soient les conditions météo. J'ai même une rampe lumineuse d'atterrissage. Et bien sûr, il peut rouler sur le sol, à travers la forêt où un hélicoptère ne peut pas passer. En fin de compte, c'est un avion très pratique. La petite Nelly, l'autojailleur le plus célèbre de Wallis, a pris part dans des films et des programmes de télévision. Afin de rendre l'avion plus menaçant, des producteurs ont équipé la petite Nelly d'une batterie de missiles et de mitrailleuses. Et quoique Wallis soit fier de son travail sur les autojailleurs dans le show business, ses grandes réussites sont plus proches de l'espionnage réel. L'armée britannique et plusieurs agences de police ont utilisé un de ces autojailleurs pour espionner et résoudre certains crimes. Celui-ci est un prototype avec cockpit complètement fermé. Il a un moteur Rolls-Royce de 130 chevaux. C'est le second moteur prototype qui a été fabriqué. Il a aussi 4 caméras aériennes. Elles étaient conçues à l'origine pour des recherches écologiques sur le littoral, et puis par la police pour la détection de corps brûlés ou victimes de meurtres. Un jour, j'ai accompli plus de 350 vols d'essai et détecté des corps enterrés. À part pour la détection de corps, les militaires britanniques ont utilisé un autojailleur dans l'espace aérien européen, dans presque tous les domaines de la reconnaissance des troupes, jusqu'aux exercices de l'OTAN. En effet, la sœur de la petite Nelly a été peinte en couleur militaire et a participé dans des exercices de déploiement et servi à l'OTAN dans la région bavaroise. Bien qu'elle fût construite pour un film, elle s'est aussi avérée très fonctionnelle. Et voici un bateau glisseur de haute puissance construit en Europe pour le grand écran. Il fait maintenant des vagues sur une rivière en Illinois. Dans un modeste hangar en ferraille au milieu des champs dans l'Illinois est parqué l'un des plus remarquables jouets pour espions. Son nom est le Q-Boat et provient du film Le Monde ne suffit pas. C'est la propriété de la fondation Ian Fleming et de son vice-président Doug Redenius, grand fan de James Bond. Redenius a accepté de montrer la puissance du Q-Boat sur la rivière Kankakee. C'est seulement la deuxième fois que le Q-Boat est mis à l'eau depuis son apparition dans le film en 1999. Ce qui est amusant, c'est qu'il est très difficile de cacher le Q-Boat. Nous n'avons pas de housse spéciale pour sa forme très particulière et nous le transportons à découvert. Aussi, très souvent, quand je regarde dans le rétroviseur, je vois une foule de gens qui, ayant reconnu le bateau, s'approchent de ma voiture et me font des signes. Certains me poursuivent jusqu'à une station-service car ils veulent prendre des photos. Vous imaginez la durée d'un trajet de 40 km avec tous ces arrêts et tous ces gens qui veulent être pris en photo avec le bateau vedette. Sur cette partie de la rivière, beaucoup de bateaux naviguent, mais bien sûr, jamais personne n'a vu un bateau semblable au Q-Boat par ici. Ce bateau est la réplique du Q-Boat. Il a le même tableau de contrôle. Vous pouvez voir tous les boutons et moniteurs compliqués. Cela ressemble au cockpit d'une navette spatiale. Un ordinateur de bord surveille le système de propulsion. Dans le film, l'ordinateur était programmé pour contrôler l'énorme stock d'armes du Q-Boat. Le bateau atteint facilement des vitesses supérieures à 130 km/h. Le Q-Boat possède un moteur Chevrolet V8 de 350 chevaux et une coque très effilée de 4,50 m.
Le pont supérieur, les nombreux accessoires et la coque sont construits en fibre de verre. C'est un bateau très léger pour une grande puissance. Il se conduit comme une voiture avec une pédale d'accélérateur. Il n'y a que la pédale de frein qui manque. Vous devez constamment surveiller la marche avant et arrière. Tout le monde sait que 40 à 50 km/h sur l'eau est une vitesse extrêmement rapide. Mais ce bateau est capable d'aller 3 fois plus vite. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est un peu frustrant de ne conduire qu'à cette vitesse. Le bateau fut construit à Londres dans les studios Pinewood sous la surveillance de Chris Corbould, coordonnateur du département des effets spéciaux d'Eon Production. The gadgets on it were constructed here. We put in missiles. There originally were guns in it, which were never shown in the film. The jets that were coming out the back. We built versions. On a construit des versions qui peuvent aller sur Terre. C'était vraiment un bateau de combat. Il peut donner des frissons. Dans cette partie de la rivière, l'eau est très peu profonde, seulement 15 cm par endroit. Mais grâce à la façon dont il a été conçu, moteur à l'intérieur et faible tirant d'eau, il peut facilement manœuvrer en eau peu profonde. En dehors du Q-Boat, la fondation Ian Fleming de Doug Redenius a rassemblé une douzaine de véhicules des films de James Bond. Ici, l'aéroglisseur de film Moonwalker en 1979 qui a sauvé l'Aston Martin parce qu'il avait un parachute et un système de torpilles et de mines. Là, le sous-marin de Rien que pour vos yeux en 1981. Et puis aussi les autoneiges volantes du film Le monde ne suffit pas. Mais les trésors de Redenius ne s'arrêtent pas là. Il possède l'une des plus vastes collections de gadgets d'espions, dont quelques-uns de James Bond. Ce lance-fléchette de poignet est celui du film de 1979, Moonraker. Il devait se mettre en marche par un influx nerveux du bras. Au quartier général, lorsque James Bond l'a essayé, il a tiré une fléchette sur une peinture de très grande valeur. Vous devez être très prudent avec ce gadget afin de ne pas tuer la personne à qui vous serrez la main. Cet objet est une mine aimantée. Dès qu'elle est activée et plaquée sur sa cible, vous n'avez que quelques secondes pour vous échapper. Cette mini-bouteille d'oxygène est celle d'Opération Tonnerre de 1965. James Bond 007 s'en est servi pour s'échapper d'une piscine pleine de requins. Il avait été jeté dans une piscine qui ensuite avait été couverte. Il ne pouvait pas s'évader. Alors il l'a sorti de sa poche, l'a placé dans sa bouche et les spectateurs ont cru à son efficacité. Malheureusement, il ne fonctionnait pas, mais plusieurs organisations militaires y ont également cru. Un jour, le téléphone a sonné dans mon bureau. C'était un des ingénieurs de la couronne. Il m'a demandé si je pouvais lui apporter des précisions sur le petit appareil à respirer. Je lui ai dit « Oui, je le connais assez bien ». Il a alors dit « Ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est le temps que l'on peut rester avec sous l'eau ». Je lui ai dit « Aussi longtemps que vous pouvez retenir votre souffle ». J'aurais bien aimé voir sa tête. Il m'a dit « Qu'est-ce que vous entendez par là ?» Je lui ai dit que c'était un gadget. Mais Bond est resté au moins 3 ou 4 minutes sous l'eau. Et je lui ai répondu « Mais c'est un film ». Les voitures de film d'espionnage ont toujours été très admirées par le public. Elles sont rapides, elles ont une ligne élégante et elles sont surtout équipées de tous les gadgets possibles et inimaginables. Demandez à n'importe quel fan de James Bond quel est le gadget le plus magnifique, sa réponse sera automatiquement l'Aston Martin DB5 de Goldfinger. Le public a complètement flashé sur cette voiture dès le début, à tel point qu'aujourd'hui encore, elle est reconnue comme le serait la star la plus célèbre. Quiconque voyant une Aston Martin grise l'associe immédiatement à James Bond.
Quand Rocky Santiago a vu le film, il est tombé amoureux de l'Aston Martin. Il l'a cherché durant 21 ans. Mais maintenant, enfin, il possède le modèle pristine 1965, mais rouge et non pas grise. Le premier film de Bond que j'ai vu, c'était Goldfinger. À cette époque de collège, les jeunes sont fragiles et influençables. Et voir Sean Connery conduire sa DB5 m'a complètement remué. Sur la route, lorsqu'il la conduit, elle attire tous les regards, nous dit-il. Vous pouvez aller à n'importe quelle exposition de voitures au monde. Des personnes qui ne vous remarqueraient même pas habituellement s'intéressent à vous parce que vous possédez une DB5. Je sais que cela paraît fou, mais c'est comme ça. Cela m'arrive tout le temps. Sans elle, je suis un gars ordinaire, mais dans les expositions, je suis son propriétaire. Il me semble que même les gens n'étant pas spécialement amateurs de voitures de sport sont sensibles à celle-ci. Les véhicules de James Bond sont les plus célèbres au monde. Mais ils sont très peu montrés en public. D'avril en décembre 2001, les fans de Bond ont eu la chance de voir quelques-unes de ces voitures, propriété d'Eon Production, les producteurs du film de Bond. À 2 heures de Londres, dans le sud, Margaret Rolls est le conservateur du Musée national anglais de l'automobile. Lors d'une interview, au cours d'une visite de l'exposition, elle s'est exprimée de façon typiquement britannique sur la monstruosité d'une BMW Z8 de 225 000 $, coupée en deux pour le tournage du film « Le monde ne suffit pas ». C'est une horreur. Je ne voudrais pas voir cela. Quelle honte pour la voiture. Lors du tournage, elle a participé à une cascade spectaculaire. Elle a été littéralement coupée en deux par 5-6 géantes qui étaient suspendues à un hélicoptère. De sérieux dégâts, mais bien sûr, Bond a survécu. Nous nous sommes rendus à l'usine de fabrication de BMW à Munich avec la nouvelle voiture. Sous les bâches se trouvait cette bête noire. Imaginez la tête qu'ils ont fait quand on leur a demandé si on pouvait la couper en deux. L'exposition regroupe les véhicules de toute la carrière de 007. Celle-là est la Lotus Esprit de l'espion qui m'aimait. Vous avez sûrement déjà remarqué qu'elle n'avait pas de roues. À la place, elle a des ailerons. C'est une voiture amphibie. Pour les besoins du film, un périscope avait été rajouté afin que Bond puisse voir ses ennemis quand ils se trouvaient sous l'eau. Cette BMW 750 a tourné dans « Demain ne meurt jamais ». C'est une vraie voiture gadget. Elle a tout ce que vous pouvez imaginer, y compris cette magnifique rangée de missiles qui apparaît sur le toit. Et ce système de défense de 20 000 volts qui écarte l'ennemi. Sa matière la rend indestructible à l'épreuve des balles. Là, vous voyez la moto BMW de Demain ne meurt jamais. Pour les fans de moto, nous avons une BMW utilisée dans Demain ne meurt jamais, pour une cascade très spectaculaire. Pierce Brosnan et Wei Lin devaient sauter d'un gratte-ciel à un autre avec la menace d'une hélice d'hélicoptère tournant au-dessous d'eux. Le cascadeur français qui a effectué la cascade a dû être particulièrement content de l'avoir réussi du premier coup. Cette voiture est la DB5 originale utilisée dans les films de James Bond. C'est ma préférée. L'Aston Martin évoque tant de sentiments nostalgiques et romantiques. Son nom est beau. C'est une voiture de sport, mais une voiture de luxe. C'est le must des voitures de sport. Que dire d'autre? C'est la voiture de Bond, le plus beau modèle de voiture de sport d'un gentleman anglais.
Elle est parfaite. Elle possède la classe, pas trop tape à l'œil. Elle est juste magnifique. Vous pouvez même admirer le permis de conduire de James Bond, ainsi que la version hiver d'Aston Martin de Tuer n'est pas joué, qui faisait beaucoup plus que de rouler sur neige et glace. Elle a été construite de manière fort intéressante. Comme ses skis pour aller sur la glace et sur la neige, les pneus sont cloutés avec de nombreux autres gadgets. Les manettes de contrôle sont dans les accoudoirs, comme dans la plupart des voitures de Bond. Mais un des plus mortels gadgets était le laser qui partait de la jante des roues. Dans un des films, il a littéralement coupé une voiture de police en deux, séparant carrément le châssis du haut de la voiture. La voiture la plus chère prêtée au musée par la collection Deon est peut-être la Rolls-Royce Phantom 3 de Goldfinger. Pour les fans des films de James Bond, ce fut une opportunité extraordinaire de voir une voiture de cinéma célèbre qui n'avait jamais été montrée auparavant. S'asseoir très délicatement sur le pare-choc de cette beauté. C'est un pur chef-d'œuvre de voiture anglaise aperçu dans Goldfinger. C'est un bonheur de la voir ici, dans notre musée, parce qu'avant, elle a été pendant 35 ans dans une collection privée aux États-Unis. Elle est très différente des autres voitures exposées au salon, parce que ce n'est pas une voiture de sport. Cette voiture est synonyme de luxe et d'élégance pure. Bond a tourné plusieurs films avec une BMW, mais pour le 20e film de 007, il retourne à la version de l'Aston Martin V12, équipée d'autres gadgets, la Vanquish. James Bond revient finalement à ses racines. L'Aston Martin est apparu sous différentes formes dans les films de 007. La V12, nouvellement équipée, est un prolongement parfait de l'original. Cette V12 de 6 litres et 48 soupapes est propulsée de 0 à 100 km/h en 5 secondes. On se rapproche plus de la navette spatiale. Nous avons aussi utilisé des techniques de l'aérospatiale. Une pièce en céramique protège le moteur de la chaleur produite par le pot catalytique. Si vous observez bien, vous pouvez voir ces protections anti-chaleur. Et il y en a beaucoup plus à l'intérieur. C'est très similaire à la technologie que la NASA utilise pour les navettes. La Vanquish, qui vaut environ $250 000 $, est le véhicule de 007 parfaitement adapté pour chasser les ennemis, mais aussi pour partir en une rapide virée amoureuse avec une de ses nombreuses filles. Passons maintenant à un centre d'entraînement Virginie, une véritable plongée au cœur du monde des espions. Dans une rue moderne de Beverly Hills en Californie se trouve un des meilleurs endroits pour acheter tous les gadgets les plus performants. C'est le magasin du contre-espion. Ici se vendent toutes les formes imaginables de la technologie d'espionnage. De la caméra cachée, du matériel d'écoute au dissimulateur de voix, vous trouverez tout ce dont un espion a besoin. Le vendeur Alex Soffer est un expert en gadgets de contre-espionnage qui peut aider dans des opérations secrètes, que l'on soit espion ou non. Si vous prenez ce pager, quand vous arrivez dans un endroit le premier, ce matériel vous permet de détecter si la personne qui entre dans la pièce possède un système d'écoute sur lui avec ou sans fil. Cette console permet de vérifier si votre téléphone est sur écoute ou enregistré ou bien piraté. C'est le système le plus sophistiqué existant à l'heure actuelle. Un contrôle total sur toutes les intrusions possibles et qui fonctionne dans de nombreux environnements. Beaucoup de gadgets du contre-espionnage ont été utilisés dans les longs métrages à seule fin de rendre le monde des héros de la pellicule plus crédible. James Bond s'est servi de ces lunettes. Au premier abord, elles semblent normales, juste de simples lunettes de soleil, mais une caméra est dissimulée entre les deux verres.
Tout ce que je verrai et observerai sera immédiatement transmis et enregistré. C'est aussi simple que cela. Ce que vous observez là, c'est un système déjà mis au point il y a quelques années. C'est le CCS téléphone qui analyse le stress de la voix. Quand vous appelez quelqu'un avec ce téléphone, que vous lui posez une question, il sait si votre interlocuteur vous dit la vérité. Ce micro sans fil permet de transmettre à une trentaine de mètres à travers les murs, à ce petit appareil récepteur. C'est une technique complètement illégale aux États-Unis, comme d'insérer un relais dans ce paquet de cigarettes, donc totalement caché, et d'une portée de 60 mètres de ce même récepteur. Tout cela constitue un ensemble audio qui permet de communiquer entre les différents appareils. Vous avez aussi ce transformateur de voix qui change les voix féminines ou masculines en une combinaison de 15 possibilités. Cela peut s'avérer très intéressant pour une femme seule recevant des appels téléphoniques inquiétants la nuit. Elle peut ainsi transformer sa voix comme si c'était un mec qui sort de tôle. Cette mallette est la même que celle ayant servi dans Bon baiser de Russie. Dans le film, quelqu'un a essayé de voler la mallette et de s'enfuir. Ce que je fais, j'appuie sur ce bouton et lui envoie une décharge. Avec 25 000 volts dans les pattes, je doute que le voleur soit en état de faire quoi que ce soit. Combattre les forces du mal à l'écran est une tâche facile, mais le faire réellement exige de la pratique. Les centres des services tactiques et stratégiques se trouvent en Virginie. Des compagnies de vigiles, des gardes du corps et même des commandos marins s'y entraînent tous les jours. On y enseigne les techniques de conduite à grande vitesse et le maniement des armes à feu. Bien que plusieurs des instructeurs des services tactiques et stratégiques soient capables de faire la plupart des choses que James Bond accomplit, aucun d'eux ne pourrait survivre à toutes ces missions. Pour ces entraîneurs, c'est justement la différence entre la fiction d'un bon roman ou d'un film et la vie réelle d'un espion professionnel. Pour qu'un homme puisse agir dans toutes les situations de danger, il faut un entraînement considérable. Pour pouvoir assommer quelqu'un qui vous approche, vous devez vous entraîner. Pour tirer à tout moment, à 10 cm, 10 mètres ou à 10 km de votre cible, vous devez vous entraîner. Pour pouvoir conduire une voiture, n'importe quelle voiture, dans n'importe quelle direction, dans l'eau, sous l'eau, sur une falaise, vous devez aussi subir un sérieux entraînement. Ici, nous n'avons personne qui puisse tout faire. Même les gens qui aiment se comparer à James Bond parce qu'ils sont très forts, même s'ils sautent en parachute ou font de la plongée, ou bien encore s'ils font partie d'un commando, de la police ou de la CIA. Quand nous entraînons des gens, nous fabriquons des experts dans un domaine particulier. Il n'existe pas d'entraîneur spécialisé aussi bien dans le domaine de la prise d'otages que dans la conduite ou des armes à feu. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont des espions professionnels, mais aucun ne peut tout maîtriser. Ils écrasent des voitures les unes contre les autres pour prouver que les véhicules se comportent différemment dans la réalité qu'au cinéma. Ils enseignent comment faire basculer une autre voiture sans endommager sa propre voiture. Les élèves apprennent une série de mouvements qui pourront un jour sauver leur vie ou celle de ceux qu'ils devront protéger. Dans une forêt isolée non loin de la route, se déroule un autre scénario plus différent et dangereux. Ici sont enseignées les tactiques utilisées par les espions et les contre-espions pour les prises d'otages. Dans cette situation, il est montré comment une cible dans une voiture peut facilement être mise à l'abri, même si le chauffeur est tué. L'autre chauffeur apprend à manœuvrer très rapidement la voiture tout en étant sur le siège du passager.
Dans une autre situation, le chauffeur d'une voiture est blessé. Le conducteur d'une deuxième voiture apprend comment mettre le premier véhicule à l'abri du danger avant que les ennemis ne puissent finir leur travail. Les cours d'entraînement du service tactique et stratégique ont un équipement de haute technologie utilisé dans des opérations secrètes, comme ce scanner thermal qui détecte sa cible grâce à la température corporelle. C'est une question de discipline. Quel que soit le gadget que vous installez sur une arme, vous devez toujours la tenir fermement, contrôler sa détente et bien voir la cible pour être sûr de la toucher. Il faut le savoir une bonne fois pour toutes, c'est le plus important, sinon vous échouez. Les films d'espionnage font de leur mieux pour imiter la réalité, mais il devient de plus en plus difficile d'inventer de nouvelles façons d'impressionner le public. Pourtant, les réalisateurs de films ne baissent pas les bras. Ces gens-là trouvent quelque chose qu'ils pensent être bon pour l'écran. Après, ils l'adaptent à ce qu'ils veulent en faire. Ils adorent leur travail parce qu'ils sont convaincus que leurs inventions divertissent les gens et c'est exactement ce que l'on attend d'eux. Non pas uniquement parce qu'ils gagnent leur vie avec, mais aussi parce qu'ils croient en tout ce qu'ils créent. Trouver des astuces pour intégrer le monde de la technologie d'espionnage réel à la magie du cinéma restera toujours un art. C'est un mélange d'habileté et d'imagination, chercher des gadgets de haute technologie et les utiliser pour la fiction à l'écran. Cet équilibre doit sauver les espions du cinéma de tous les dangers du monde, que ce soit sur ou sous l'eau, dans les airs ou bien sur la route. Toutes ces technologies doivent en même temps sauver un espion et faire du film un grand succès du box-office. C'est le seul moment où le cinéma, la magie, l'art et l'action se combinent pour créer ce que la réalité et la fiction peuvent offrir de meilleur. Le monde des gadgets sensationnels, aussi connus que les jouets des espions.